Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Vous avez une table des matières sur la barre de lecture ainsi que dans la description pour sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Mais en résumé, cette semaine-ci, évidemment, c'était le Computex, donc vous avez pas mal de news au niveau de Nvidia, AMD ainsi que Intel. Enfin, moins au niveau d'Intel, vous verrez bien pourquoi. Et nous avons aussi quelques news au niveau notamment de Huawei qui a sorti pleinement HarmonyOS maintenant sur tous leurs appareils qui sortent. Donc, commençons tout de suite. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Wondershare et Uniconverter. Uniconverter est évidemment un logiciel de conversion, mais ça va bien plus loin que ça, ne vous laissez pas avoir par son nom. Parce qu'en plus d'évidemment vous permettre de convertir à peu près n'importe quel format en n'importe quel autre format compatible, il vous permet aussi de télécharger des vidéos YouTube et de les convertir vers le format que vous voulez évidemment. Il vous permet de compresser des vidéos, donc si vous avez fait peut-être une vidéo avec votre téléphone et qu'elle est trop lourde, vous pouvez le faire aussi. Et si vous étiez en mode « Oh, j'aimerais couper un petit bout de cette vidéo », il y a même un mini éditeur de vidéo intégré. Vous pouvez même fusionner différents fichiers ensemble, par exemple des fichiers MP3 ou des fichiers vidéo. Vous pouvez même graver des DVD et même finalement enregistrer des vidéos. Et tout cela avec une interface très simple d'utilisation que même des gens qui n'y connaissent rien en informatique pourraient utiliser. Il vous prend la main, il vous guide et si vous voulez plus d'options, vous pouvez toujours les activer et faire ce que vous voulez derrière. C'est vraiment un couteau suisse qui vous permet de faire énormément de choses et qui est très pratique. Du coup, n'hésitez pas à découvrir Uniconverter dès maintenant en suivant le lien dans la description. Évidemment, la première news qui a fait le plus parler d'elle cette semaine-ci, c'est l'annonce de Nvidia de deux nouvelles cartes graphiques. Vous avez la 3080 Ti qui est déjà disponible, et vous avez aussi une review que j'ai fait, un test qui est disponible sur la chaîne. Donc ça, je vous le mettrai dans le petit i au-dessus à droite, là-haut, en dessous à droite. Et vous avez aussi la 3070 Ti ou la 3070 Ti si vous préférez, qui a été aussi annoncée et qui arrive plus tard. Et normalement, je devrais aussi avoir un test dessus. Donc si vous êtes intéressé, ça arrivera sur la chaîne. Personnellement, je pense que la 3070 Ti intéressera plus de gens vu que c'est une carte graphique plus abordable. Mais du coup, la question que beaucoup de gens se sont posées, ou plutôt même la chose qui s'est pas mal répétée, c'est pourquoi sortir des cartes graphiques alors que toutes leurs cartes graphiques actuelles sont hors stock. Genre, ils devraient pas se concentrer plutôt à fabriquer ce qu'ils savent déjà faire, en fabriquer plus, plutôt que de fabriquer des cartes que personne n'a demandé au final. Honnêtement, oui, bon, certaines personnes voulaient absolument une 3080 Ti, mais la plupart des gens voulaient juste pouvoir acheter une 3080 ou une 3060 Ti. Donc pourquoi les avoir sortis? Première raison, et on va être honnête là-dessus, l'argent, tout simplement. Nvidia est une compagnie, et le but d'importe quelle entreprise, c'est de faire de l'argent. Évidemment, certaines sont plus respectueuses de leurs consommateurs et tout ça. Ici, Nvidia fait juste une stratégie que beaucoup d'entreprises font au final, c'est que quand ils fabriquent un GPU, donc le GPU qu'il y a dans la 3080 Ti notamment, c'est le même GPU que vous avez dans la 3090. Donc, ils le fabriquent. Il y a même, d'ailleurs, même la 3090 a une partie du GPU aussi déjà coupée. Donc, ils fabriquent ce GPU et puis ils se rendent compte qu'il n'est pas tout à fait parfait. On va désactiver une partie, comme ça on peut l'utiliser quand même et on va faire une 3090. Et puis là, ils se rendent compte, ah non, juste couper cette partie-là ne suffit pas. Donc, notre seule option, c'est de faire une 3080. La 3080 utilise le même GPU que la 3090. Mais le problème, c'est que vous devez bien vous en douter, au lieu de vendre une carte graphique à 1500 €, ils en vendent une à 700 €. Enfin, selon les prix officiels en tout cas. Du coup, c'est beaucoup moins intéressant d'un point de vue financier. Donc, c'est là que vous faites une 3080 Ti. Vous faites une carte graphique qui a encore un petit peu moins de coûts d'accord que la 3090, mais qui du coup permet de recycler plus de GPU, qui permet d'utiliser plus de GPU qui aurait fini en 3080 en 3080 Ti. Et du coup, ça vous permet de, maximiser vos profits tout simplement. C'est un peu comme si vous étiez boulanger et qu'il y avait un défaut sur votre pain, que vous étiez obligé de l'enlever. Là, au lieu de juste couper une grosse partie du pain et le vendre 2 fois moins cher, vous pouvez juste couper une plus petite partie du pain et le vendre pratiquement au même prix au final. C'est forcément beaucoup plus intéressant. Et ça, dans tout ce qui est informatique, je peux vous le dire, la plupart des entreprises le font. C'est la base. C'est vraiment la base. Donc, ne soyez pas trop étonnés. Mais du coup, soyons honnêtes, le faire maintenant alors qu'il y a très peu de stock et tout ça, c'était pas la meilleure stratégie. C'est juste d'un point de vue image, c'est pas parfait. Donc, personnellement, je ne suis pas un grand fan, surtout de la 3080 Ti. Mon résumé de mon test, c'est une bonne carte à un mauvais prix. C'est vraiment ça. Oui, elle est bonne niveau performance et tout ça. Oui, elle est moins chère qu'une 3090, une 3090.
Mais la 3090 était déjà très cher comme carte. Et le truc, c'est que la 3090 est plus une carte, surtout au niveau de sa RAM, destinée à quelqu'un qui en a vraiment besoin au niveau tâches professionnelles. Donc, moi, ce que j'avais toujours dit à la sortie des 3080, c'est prenez une 3080, la 3090, elle n'existe pas. Mais du coup, là, ils ont sorti cette 3080 Ti qui est pratiquement au même niveau de performance qu'une 3090 pour information, mais pour 1200 €. Mais 1200 €, ça reste encore très cher en fait. Surtout par rapport à la 3080 qui est sortie à 719 € avec un niveau de performance juste beaucoup plus important qu'une 2080 Ti qui elle coûtait aussi 1200 €. Donc ça n'a juste pour quelqu'un qui veut jouer tout ça, ça n'a juste pas beaucoup de sens franchement. Donc, encore une fois, c'est pour maximiser les profits. Au lieu de vendre une 3080, ils vendent une carte graphique plus chère. Et en plus, comme la plupart des constructeurs et revendeurs semblent se sucrer pas mal les pattes, ça, il faut le savoir. Hein. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte là-dessus, mais quand une 3080 est vendue 2000 € sur LDLC, c'est pas Nvidia qui touche le grand de l'argent. Nvidia touche la même chose que si elle avait été vendue 800 €. Nvidia vend le GPU, ils vendent la RAM, toujours au même prix normalement. Et du coup, eux, ils ne gagnent pas plus. C'est même pour ça qu'ils vendent leur Founder Edition exactement au même prix qu'ils ont annoncé. Donc, ils ne gagnent pas plus. Comme Sony et Xbox, quand des Xbox série X ou des PlayStation 5 sont vendus par des gens beaucoup plus chers, c'est pas eux qui récoltent l'argent. Donc, ça, il faut le savoir. Donc, qui récolte cet argent? C'est les constructeurs GPU, en partie. C'est les distributeurs, en partie, les sites web et tout ça qui revendent. Peut-être les grossistes aussi, ceux qui revendent à d'autres petits sites web. Tout le monde se sucre dans la boucle, en fait. Et donc, Nvidia n'en profitait pas. Donc, ils se sont dit, profitons-en aussi. Sortons une carte graphique plus chère au lieu de juste faire des 3080. Et ça va certainement être la même chose pour la 3070 Ti. Évidemment, il faudra voir ce que ça donne niveau performance. Donc, on verra pour le test. Mais du coup, c'est la stratégie à employer ici. Du coup, il y avait pas mal il y avait vraiment deux camps avec cette carte graphique. J'ai remarqué vraiment deux camps dans les reviewers. Hein, je parle ici. La plupart des reviewers, surtout sur YouTube, étaient en mode cette carte ne devrait pas exister. Et personnellement, je pense qu'elle ne devrait pas exister, mais après elle existe, donc on doit faire avec, je suppose. Et puis il y avait l'autre camp qui était d'autres testeurs qui étaient en mode ouais, elle est très puissante, elle est chère, mais elle est très puissante, donc elle est bien. Et il y en avait même qui disaient c'est une alternative moins chère à la 3090, mais je suis en mode oui, mais la 3090 n'est pas censée être aussi chère quand on y pense, donc c'est très discutable. Donc c'était étonnant de voir ces deux camps-là. Personnellement, comme je dis, je suis plus du camp de non, c'est pas une bonne. Enfin, encore une fois, c'est une bonne carte à un très mauvais prix en fait. C'est vraiment la meilleure manière de le résumer, c'est une bonne carte à un mauvais prix. Si elle était sortie à 899 €, là, ça aurait pu être une carte déjà plus intéressante. Plus future-proof que la 3080, plus de performance, pas énormément plus de performance, mais suffisamment pour que ça justifie qu'elle soit plus chère, ça aurait été pas mal. Là, j'aurais encore dit, ok, ça peut être intéressant. Mais là, non. Et puis, de toute façon, de toute manière, par rapport à ce qu'on a vu, évidemment, si vous regardez sur les sites de vente, elle est hors stock. Partout, en rupture. La seule que j'ai vue à prix annoncé, c'était la Zotac, qui est toujours à 1199 € sur LDLC. Je suis étonné que LDLC l'affiche à ce prix-là, mais sinon elles sont à 1700, 1800, 1900. Et du coup, j'ai envie de poser la question, c'est à quoi bon sortir une carte, l'annoncer à un prix, et puis juste l'instant où elle sorte? C'est ça le pire, c'est que LDLC dit toujours, j'ai déjà eu le cas, j'ai eu une confrontation avec Topachat sur Twitter. Topachat appartient à LDLC maintenant. Donc c'est basiquement un petit peu la même rhétorique. J'ai eu une confrontation justement il y a quelques mois au niveau des prix des GPU, où il tweetait en mode il y a une carte graphique en stock, et puis elle était vendue genre 600 € plus cher par rapport à son vrai prix quoi. Donc moi j'étais en mode elle est en stock, mais voilà, un méga prix quoi. Il faut le payer quoi. Donc j'étais un peu en mode sarcasme au final. C'était pas vraiment une attaque, je te le précise, j'aime bien faire des tweets. Si vous regardez mon Twitter, je fais beaucoup de tweets sarcastiques aux marques comme ça, quand ils tweetent des trucs marketing et tout ça, j'aime bien juste faire un petit peu d'humour là-dessus. Et du coup, eux, ils ont dit, oui, mais c'est la loi de l'offre et de la demande et tout ça. Et du coup, j'étais en mode, ouais, mais alors du coup, comment ça se fait qu'une 3080 Ti, qui n'est même pas encore sortie, a déjà une hausse de prix au final? Genre, dès sa sortie, elle est déjà plus haute. Alors oui,
vous pouvez dire, ah, mais la demande était déjà très attendue dessus. Mais en fait, non, c'est que tout le monde s'est déjà sucré au passage. Ils ont déjà prévu de se sucrer dessus, en fait, au niveau prix. Donc, moi, j'ai juste envie de dire bullshit, quoi. Encore quand la 3080 est sortie, elle est sortie vraiment au prix indiqué. Et puis, quand elle est arrivée hors stock, le prix a commencé à augmenter. Non, là, elle était directement au prix le plus haut. Donc, yep. Moi, j'ai juste envie de dire, il y a de la connerie. Et le problème semble être plus grave pour l'information en Europe. Genre, aux États-Unis, il y a quand même des boutiques, souvent officielles pour des marques, par exemple. J'ai vu beaucoup de EVGA, notamment aux États-Unis, qui sont vendus plus proches du vrai prix. Genre, il y a beaucoup de tweets justement et de memes à propos de Micro Center, c'est un vendeur d'informatique aux États-Unis, où en gros, oui, là, les prix sont plus vraiment ce qu'ils devraient être, quoi. Ils sont un peu plus chers, évidemment, mais pas 2000 € plus cher, quoi, comme en Europe, quoi. Donc, yep. Le problème, ça va être beaucoup plus grave en Europe et les plus petits marchés aussi dans le monde. Donc, si vous habitez dans un pays où déjà c'était compliqué d'acheter des fois du matériel, là, c'est genre, ouais, c'est de la folie. Mais il y a des pays où, au final, ils respectent les prix, en fait, en partie. Donc, ouais, moi, j'ai juste envie de dire, il y a un petit peu de bullshit partout ici et c'est juste pas normal. Ensuite, on va passer à tout ce qui est news AMD. Il y a plusieurs news ici, donc je vous les sépare. La première, c'était au niveau de nouveaux CPU qui vont arriver. Ces CPU sont destinés à être les remplaçants en quelque sorte des versions non X. Donc ça, c'est assez important. Donc par exemple, beaucoup de gens attendaient un Ryzen 5600. Eh bien, le voilà. Sauf que c'est un 5600G. Donc oui, leur APU avec du coup un processeur et une carte graphique intégrée vont être plus disponibles pour la plupart des gens. Donc avant, ce qu'ils faisaient bien souvent, c'est que les APU, c'était plus pour les intégrateurs PC, donc les fabricants de PC comme Acer, HP et tout ça. Mais ici, non. Ça remplace les versions non X, en tout cas pour le moment. Ça veut dire aussi que pour ceux qui n'arrivent pas à acheter une carte graphique, ben, c'est un petit peu mieux parce que ça veut dire que vous avez la carte graphique intégrée au processeur qui est respectable, dirons-nous. Vous n'allez pas jouer à des jeux AAA, mais ça dépend en attendant d'avoir du stock. Donc, je pense que la stratégie est aussi à ce niveau-là. Hein. Ils savent très bien que les gens ont du mal à acheter des GPU, notamment des GPU AMD. Ça, ils sont... Alors, autant les GPU Nvidia sont pas en stock, les GPU AMD, j'en vois jamais. J'ai vu une RX... Non, j'en ai vu deux. J'ai vu juste deux RX 6700 XT. Je n'ai jamais vu d'autres cartes graphiques AMD de la nouvelle génération. Genre, j'en ai jamais vu. Donc c'est juste pour vous dire à quel point elles sont rares, très rares. Du coup, je pense que c'est pour régler ce problème-là. Du coup, c'est deux CPU pour information. Donc il y a le 5700G qui est un weaker et le 5600G qui est un seeker, évidemment. Ils sont basés sur un Zen 3, pour ceux qui se demandent. Toutefois, c'est le Zen 3 que vous avez sur ordinateur portable qui est légèrement différent par rapport au Zen 3 sur PC fixe, notamment au niveau du cache. C'est-à-dire que vous avez un petit peu moins de mémoire intégrée au processeur. Donc là, c'est 16 MO de cache L3 au lieu de 32 MO, il me semble, sur un 5800X. Donc, ça devra aller dans la plupart des cas, ça ne va pas faire une énorme différence, mais tenez compte que ce sera un petit peu moins puissant qu'un 5800X à la même fréquence. Au niveau fréquence, d'ailleurs, ils ont été assez généreux parce que on a une fréquence de base de 3,8 GHz ici sur le 5700G et un boost jusqu'à 4,6. Donc, c'est pas très loin du 5800X. Donc, ça va. Le 5600G, c'est 3,9 de base et 4,4 en boost. Donc, comme vous pouvez voir, c'est deux CPU plutôt intéressants. Surtout que le dernier point le plus important, c'est le prix. Donc, le 5600G est annoncé à $250, donc moins cher, beaucoup moins cher que le 5600X. Et le 5700G est annoncé à $350. Là, c'est un peu moins intéressant. Donc, en gros, le plus intéressant là-dedans, c'est le 5600G. $250, bon, il faudra voir en euros, ce sera peut-être 260, 270, 280. J'espère pas de plus, parce que là, ça devient cher. S'il est à 250 €, là, ce serait franchement un très bon processeur. Ça ferait un bon concurrent au 11400F, qui est au 11400 tout court, qui est la référence selon moi au niveau processeur, qui est un Seeker 12 threads, très bonne fréquence, très bonne performance en jeu. C'est celui que j'ai recommandé le plus dans mon dernier guide d'achat. Yep, c'est le meilleur choix. Donc là, on aurait enfin un concurrent à celui-là. Il serait un peu plus cher toutefois, mais ça pourrait aller vu que on peut considérer que le 5600G est encore plus intéressant parce qu'il est full overclockable ici. Donc c'est un meilleur choix que le 11400 si on les compare juste vraiment l'un par rapport à l'autre. Donc c'est logique qu'ils soient un petit peu plus chers. Mais bon, il faudra voir ce que ça donne aussi dans les tests.
Si j'arrive à mettre la main dessus, franchement, j'ai bien envie de faire un test. C'est deux processeurs très intéressants. C'était 259 $ et d'ailleurs 359, je me suis trompé. J'ai retiré 10 $. Du coup, c'est deux processeurs très intéressants. Hâte de voir ce que ça donne. Et encore une fois, ça règle malheureusement un problème qu'on a tous en ce moment. C'est le manque de carte graphique. Donc autant acheter un processeur avec une carte graphique intégrée. Comme ça permet de pouvoir utiliser le PC en attendant d'avoir une carte graphique. Mais encore une fois, moi je dis la meilleure stratégie, si vous avez vraiment besoin d'un nouveau PC, c'est déjà upgrader tout sauf la carte graphique, gardez votre ancienne carte graphique. Vous allez voir que rien qu'avec un processeur plus moderne, le fait de réinstaller Windows et tout ça, ça va redonner un second souffle à votre carte graphique. Ça va pas être incroyable autre chose, mais ça va redonner un second souffle. Donc, yep, ça peut être une stratégie en attendant. Ensuite, toujours niveau processeur chez AMD, en fait, on a une autre news, mais ici sur un prototype qui n'est pas quelque chose que vous pourrez forcément acheter, il faut le préciser. C'est quelque chose ici que permet de montrer une technologie assez intéressante qui est genre teasée depuis pas mal d'années. C'est tout simplement d'avoir des processeurs en 3D. Donc, en gros, les processeurs actuels sont assez 2D en fait. Genre, quand ils gravent sur du silicium, vous avez un cœur CPU ici, vous avez un autre à côté, mais ils sont pas l'un sur l'autre, quoi. Ils sont l'un à côté de l'autre. Donc, au final, tout est un peu en 2D et puis on colle ça sur une interface qui permet de brancher dans le PC, notamment mettre le processeur dans un socket. Ensuite, il y a une plaque de cuivre par-dessus pour refroidir, ou plutôt servir d'interface pour refroidir. Et puis c'est parti, vous avez un CPU. Mais ici, on parle de tout simplement rajouter une autre couche de quelque chose par-dessus le CPU. Donc là, notamment, ils ont testé avec un cache en 3D. Donc, ils ont rajouté une couche de cache par-dessus le processeur. Le cache, en général, c'est quelque chose qui permet de bien souvent booster les performances, comme j'ai parlé juste avant avec notamment Zen 3, comparé aux Zen 3 APU qui ont moins de cache. C'est quelque chose qui, oui, permet de booster les performances, surtout si vous en avez beaucoup. Et donc là, le problème, c'est que ça prend de la place, le cache. C'est assez volumineux. Donc là, ils l'ont mis par-dessus, donc ça prend moins de place. Donc le processeur ne bouge pas en taille, mais vous avez le cache par-dessus en plus. Le cache n'a pas été rajouté d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, au-dessus des cœurs CPU. Il a été rajouté par-dessus déjà tout ce qui est le cache existant du processeur, mais tout ce qui permet aussi de l'interfacer avec le reste du système. Donc ça permet d'éviter d'avoir quelque chose qui chauffe par-dessus les cœurs qui chauffent beaucoup, évidemment. Pour ceux qui se posaient la question justement comment ils gèrent au niveau de température, s'il y a, genre c'est stacké. Donc ça va. Et par-dessus du coup, parce que forcément, vu qu'ils ont rajouté de la hauteur à un endroit, au-dessus des cœurs, il y a rien, quoi. Donc ils ont rajouté aussi, encore une fois, ici, du silicium, encore une fois, par-dessus, sans rien, il n'y a aucune partie logique qui permet de juste faire interface pour les cœurs, pour que tout soit plat, et comme ça, quand ils mettent la plaque, notamment en cuivre par-dessus le processeur, tout est plat, et il y a un bon contact, et ça permet de refroidir efficacement. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, ils sont passés, pour information, à 192 MO de cache sur le processeur. C'est énorme, encore une fois, parce que je vous l'ai dit, hein, les processeurs qu'on avait avant avaient 16 MO de cache L3. Ici, ils en avaient jusqu'à 192. Donc là, par exemple, ils en parlent assez bien. À l'heure actuelle, pour Zen 3, vous avez 32 MO de cache L3 par chiplet. Je rappelle que, par exemple, ici, vous avez un 5900X qu'ils ont montré. Donc là, vous avez un chiplet. Ici, vous en avez un autre. Ça, c'est ce qui gère tout ce qui est entrée-sortie avec le système, donc c'est ce qui gère les lignes PCI Express et tout, pour information. Donc c'est là où il y a vraiment les cœurs. Il y en a 2 chiplets, de 8 cœurs chacun. Évidemment, pour un 5900X, vous auriez 2 cœurs désactivés dans chaque chiplet. Et du coup, vous avez 32 MO plus 32 MO, 64 MO. Et ils ont rajouté du coup 64 MO par chiplet en plus par-dessus. Donc il y a 64 MO rajoutés à peu près au milieu ici et encore ici. Et du coup, ça vous fait, comme j'ai dit, 192 MO de cache L3, ce qui est énorme, franchement. Genre, si vous aviez dit en 2010 à quelqu'un qui aurait 192 MO de cache L3 dans un processeur, il vous aurait regardé en mode c'est de la folie. Genre, encore à une époque, je me souviens de PC qui avait genre 128 MO de RAM pour le système. Donc là, vous avez ça directement au processeur. Donc, qu'est-ce que ça donne pour ceux qui se demandent ? Beaucoup plus de performance, notamment dans les jeux, ils ont eu jusqu'à en moyenne 15% de performance en plus. Ça ne veut pas dire que vous aurez 15% de performance en plus dans tous les jeux. Certains jeux profitent plus, certains jeux ne profitent pas du tout. C'est très variable, tenez-en compte. Mais du coup, c'est assez prometteur.
franchement, c'est très intéressant. Et ça montre, encore une fois, pour la première fois, une technologie qu'on attend depuis des années de justement stacker les choses sur le processeur. On fait déjà ça pour les SSD notamment. Donc par exemple, les puces mémoire sur les SSD maintenant utilisent plusieurs puces stackées l'une sur l'autre, plusieurs couches, jusqu'à 8 couches pour information. Et ça permet d'avoir beaucoup plus de stockage dans un plus petit endroit. Ça augmente aussi l'efficacité énergétique et tout, donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc là, enfin, on aura ça dans les processeurs. Et du coup, ça montre aussi ce qu'on pourrait avoir dans le futur pour les cartes graphiques. Imaginez peut-être une carte graphique, encore une fois, avec des choses stackées par-dessus. Peut-être un cache, encore une fois, stacké par-dessus, ça permettrait de vraiment augmenter les performances. Donc, yep, très impatient de voir. Ça, c'est assez prometteur aussi sur ce qu'on va avoir pour les prochains processeurs Ryzen, parce que ça veut dire que ils vont certainement utiliser ces technologies-là s'ils peuvent le faire, et ça devrait vraiment booster les performances. Donc, yep, très intéressant. Ensuite, on avait une autre news, encore une fois, niveau AMD. La présentation AMD était remplie de très bonnes news, vous allez le voir. Et là, c'était au niveau de Fidelity FX, qui est leur technologie concurrente à DLSS, pour information. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est tout ce qui est DLSS et Fidelity FX, c'est des technologies qui vous permettent de faire le rendu du jeu à une plus basse résolution. Donc, au lieu de jouer en 4K, vous jouez en 1080p. Et puis après, normalement, la technologie, chacune fait un peu à sa manière, mais les technologies permettent de repasser la résolution en 4K sans que vous le remarquiez trop. Donc, c'est souvent des filtres intelligents avec du deep learning, tout ça. Et bon, ils rajoutent leur marketing en sauce par-dessus. Mais en gros, ça marche bien. Franchement, c'est selon moi l'une des technologies du futur. Ça permet vraiment de économiser ou plutôt décupler le FPS que vous avez, mais toujours en gardant à peu près la même qualité. Franchement, je pense que dans le futur, faire des rendus natifs en 4K ou même en 8K sera une idée stupide en fait. Ce sera juste beaucoup plus logique de faire le rendu en plus basse résolution et de le repasser en plus haute résolution avec quelque chose qui est beaucoup plus efficace. Donc, franchement, c'est quelque chose de très intéressant. Et du coup, beaucoup de gens attendaient l'alternative d'AMD. Et là, AMD, franchement, n'a pas déçu. Bon, on ne sait pas encore exactement la qualité qu'on aura. Ça sort le 22 juin. Je ferai une vidéo dessus. Pour les jeux qui le supportent à la sortie, en tout cas, vous montrer ce que ça donne. Mais du coup, FSR, comme ils l'appellent, donc c'est Fidelity FX Super Résolution, sortira, comme j'ai dit, le 22 juin. Mais le plus notable, ça sortira sur carte graphique AMD, mais aussi sur carte graphique NVIDIA. Yep, vous ne rêvez pas. AMD a rajouté le support de leur technologie équivalente au DLSS pour les cartes NVIDIA. Et pas juste les cartes NVIDIA de dernière génération, pas juste les RTX 2000 et 3000. Vous avez aussi les GTX 1000, notamment la 1060, qui est l'une des cartes graphiques les plus populaires qui existent. Et ça, c'est genre... c'est génial. Aussi bien, AMD vient juste d'étendre la durée de vie des cartes graphiques d'NVIDIA, ce qui est assez ironique quand même quand on y pense. Ça supportera aussi les autres processeurs, les processeurs d'AMD, donc ceux avec une carte graphique intégrée, donc ça c'est plutôt bien aussi. Ça supportera aussi les anciennes cartes graphiques AMD, forcément, jusqu'à par exemple les RX 480. Donc pour ceux qui ont encore une bonne vieille RX 580, réjouissez-vous, peut-être qu'elle va avoir encore un peu plus de durée de vie et que vous pourrez la garder encore un peu plus longtemps. Donc ouais, ça c'était l'une des plus grosses news, je pense, par rapport à ça, qui était très intéressante. Maintenant, on ne sait pas encore la qualité. Donc, c'est une news géniale, mais sans savoir la qualité qu'on va avoir, ils ont évidemment montré des screens, mais par exemple, dans le screen de droite, c'était un petit peu flou à droite. Mais le problème, c'est que ça vient d'une vidéo qui était en mouvement, donc c'est peut-être aussi du flou de mouvement, on ne sait pas trop. Donc, yep. Tant que c'est pas encore sorti le 22 juin et qu'on peut pas le tester dans un jeu qui le supporte pleinement, par exemple, ils ont beaucoup montré des exemples avec Godfall, donc moi je ferai certainement sur Godfall parce que s'ils le mettent autant en avant, c'est que c'est leur meilleure version de ça en tout cas. Je pense que c'est la même chose avec Nvidia. Si toutes les images de présentation d'Nvidia pour le DLSS sont toujours sur le même jeu, et vous utilisez ce jeu-là comme référence, comme ok, c'est censé être la meilleure façon de le faire. Donc si c'est pas bon là-dessus, ce sera pas bon sur les autres jeux qui sont pas mis en avant par Nvidia, forcément. Donc même chose ici avec AMD. Donc ils ont montré quelques exemples. Le gain d'FPS était très important, notamment là ils ont montré avec une avec une GTX 1060 justement, ils sont passés de 27 FPS en 1440p à 38 FPS, c'était un sacré gain, plus 41%. Il y a différents
d'ailleurs réglage, ça c'est plutôt pas mal. C'est comme DLSS 2.0, vous avez un mode ultra, donc ultra qualité. Donc ça vous donne la meilleure qualité mais avec un gain de performance. Vous avez un mode qualité, donc normalement ça garde une bonne qualité mais plus de performance encore. Un mode balancé, puis vous avez un mode performance. Donc en gros, plus vous descendez, plus le rendu descend en fait. Donc certainement le mode ultra qualité sera fait en une résolution pas trop loin du 4K. Le rendu qualité, lui, sera fait à une résolution plus basse quand même, peut-être du 1440p. Le balance sera peut-être fait en 1080p, et puis le performance ce sera fait peut-être aussi bien en 720p pour du 4K. C'est pas trop à l'heure actuelle, AMD n'a pas précisé les résolutions pour chaque mode. Mais yep, très, très intéressant. Il faudra voir évidemment encore une fois la qualité, mais rien que le fait que ce soit supporté sur toutes les cartes graphiques Nvidia de dernière génération, ça va jusqu'à la... Oui, ça va jusqu'au GTX 1000, il me semble même que ça va jusqu'au GTX 900, je suis pas sûr par contre ça. Mais c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Et enfin, la dernière grosse news d'AMD pour justement le Computex, c'était l'annonce évidemment des RX 6000 mobiles. Ça, on s'y attendait, j'en avais déjà parlé. Finalement, la news est devenue beaucoup plus positive selon moi parce qu'il y a déjà des tests qui sont sortis dessus. Donc, il n'y a pas juste les jolis graphiques d'AMD qui sont évidemment qui montrent le mieux ces nouvelles cartes graphiques, mais vous avez aussi des tests indépendants qui ont été faits. Et la RX 6800M, que je vous avais dit qui était très bizarre parce qu'elle avait les mêmes specs qu'une 6700 XT, mais elle avait le nom d'une 6800, donc c'était un peu bizarre. Mais finalement, elle est vraiment pas mal. Elle est au-dessus d'une RTX 3070 mobile et juste en dessous d'une RTX 3080 pour information. Dans certains jeux, dans d'autres jeux, elle est beaucoup plus en retard, dans d'autres jeux, elle dépasse même, ça dépend. Dans tout ce qui est ray tracing, par contre, AMD a toujours une génération de retard, mais yep, très impressionnant. Donc au final, j'avais peur, comme je vous avais dit, des specs de cette carte qui étaient, voilà, c'était pas les meilleurs specs forcément, mais au final, ils ont gardé une très haute fréquence pour la carte, donc elle est très bonne niveau performance. Et elle ne consomme pas plus qu'une carte graphique Nvidia pour le même niveau de performance. Donc ça aussi, c'est assez important à noter. Il y a même AMD qui a montré qu'ils avaient une meilleure efficacité sur batterie. Donc notamment, si vous débranchez l'alimentation secteur et que vous jouez sur batterie, peut-être vous limitez le FPS à 30 FPS dans certains jeux, vous devriez avoir réellement, de ce qui montrera en tout cas, plus de batterie sur cette carte graphique AMD. Faudra le tester évidemment. Mais du coup, ouais, ça a l'air en tout cas d'être... En tout cas, la 6800M qui a été testée, la RX 6800M, a l'air d'être une bonne carte. Au passage, d'ailleurs, ils ont annoncé un nouveau format pour les ordinateurs. Donc, c'est une sorte de certification, en gros, que vous pourrez voir sur certains PC qui dit, en gros, vous avez un processeur AMD dedans, vous avez une carte graphique AMD, vous avez un SSD NVMe bonne qualité normalement, vous avez un écran minimum 144 Hz, soit IPS, soit OLED. Genre, il y avait plein de petits prérequis comme ça. Vous avez normalement une bonne RAM et tout, et du coup ça vous permet de, si vous voyez ce badge en gros sur un ordinateur, vous savez qu'il y a le minimum pour qu'il soit bon en fait. Donc ça c'était assez intéressant. Il y a plusieurs modèles évidemment qui sont sortis. Celui que vous voyez le plus c'est celui de Asus comme vous pouvez voir, qui est celui-là. Du coup j'ai été voir d'ailleurs, le nom c'est AMD Advantage. Donc si vous voyez un ordinateur portable avec écrit AMD Advantage, avant Advantage en anglais du coup, si je le prononce à la française, ça veut dire oui, que vous avez normalement le bon CPU, le bon GPU, un bon écran, de la bonne RAM et tout ça. Donc ça vous donne une meilleure façon de choisir les choses. Après, évidemment, tenez en compte, toujours aller voir des tests, parce que même s'ils mettent ça sur la boîte, ça ne veut pas dire que ce sera la meilleure expérience. Notamment, il y a une autre news par rapport à ça qui en parle. Donc là, notamment, vous avez une news qui parle de ces deux problèmes, qui concernent en partie le G15 de Asus, qui est utilisé pour la plupart des tests, mais aussi un modèle de chez Lenovo. Donc le premier problème, c'est un problème que vous avez dans beaucoup d'ordinateurs portables, qui existent déjà depuis pas mal de temps, c'est le fait que certains ordinateurs n'ont pas un switch MUX. Donc le switch MUX, en gros, vous permet de vraiment désactiver le GPU intégré pour utiliser seulement le GPU dédié. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup d'ordinateurs portables, en fait, ce qu'ils font, c'est que le GPU intégré, donc celui intégré au processeur, qui est basse performance, est là pour économiser de la batterie. Donc vous l'utilisez quand vous êtes sur le bureau. Et puis quand vous lancez un jeu, vous avez le GPU dédié qui prend le relais et qui fait tourner le jeu. Le problème, c'est que forcément, vous devez bien vous en douter, à quel GPU est raccordé l'écran de l'ordinateur? Au GPU intégré, donc celui basse performance. Donc quand vous faites tourner un jeu sur un ordinateur portable qui a deux cartes graphiques qui tournent en même temps,
L'image est générée dans la grosse carte graphique, elle est renvoyée à travers le lien PCI Express au GPU intégré qui, lui, l'output à l'écran intégré de l'ordinateur portable. Et donc, ça dégrade une partie des performances. Est-ce que ça dégrade pas mal les performances? Ça dépend. Donc là, par exemple, vous avez le Asus Strix G15. Quand il tourne stock sur son écran intégré, il tourne à 102 fps avec la RX 6800M. Et quand vous passez un écran externe, ça allait jusqu'à 119 fps. Donc c'est pas négligeable. Et du coup, pour ceux qui se demandent justement quel a été le fixe, ils ont branché un écran externe. Donc quand vous branchez un écran externe ici, le port sur le côté de l'ordi est lui raccordé au GPU dédié et non pas au GPU intégré. Donc ça permet de fixer le problème. Un autre fixe pour le problème, ce serait justement ce switch MUX, qui est très rare, je tiens à le préciser. Il semble être un peu plus utilisé sur les derniers ordinateurs portables Nvidia, mais c'est quelque chose quand même que j'ai très rarement vu. Le seul ordinateur portable que j'ai vu avec, enfin non, j'en ai vu deux avec, non, j'en ai vu qu'un en réalité avec, c'était le Razer Blade 15 qui a un switch MUX qui en gros vous dit ok, désactive le GPU intégré, je veux juste utiliser le GPU dédié. Ce qui est bon pour les performances mais pas pour la batterie, il faut en tenir compte. Mais du coup ça vous permet de vraiment avoir les meilleures performances quoi qu'il arrive. Donc il existe un fixe, mais c'est un semi-fixe. Idéalement, on devrait pouvoir utiliser notre GPU intégré sans que ça réduise les performances du GPU dédié, selon moi, mais en attendant, c'est quelque chose qui existe sur beaucoup d'ordi portables, donc ça m'étonne pas vraiment que ce soit le cas aussi sur ces ordinateurs portables AMD. Même si vous pourriez vous attendre que comme AMD fait le processeur et la carte graphique, et les deux cartes graphiques, au final, ils devraient avoir une intégration parfaite, mais c'est pas le cas, donc c'est un petit peu dommage. Maintenant, le deuxième problème est encore plus dommage, selon moi, parce que ça, c'est un problème qui ne peut pas être fixé comme ça. Vous devrez payer pour le fixer. C'est tout simplement le fait que certains constructeurs n'utilisent pas forcément la meilleure RAM pour leur ordinateur portable. Donc là, notamment, ça a été testé sur le G15 ainsi que le Lenovo Pro Legion. Ils n'utilisaient pas la meilleure RAM possible. Donc là, par exemple, vous avez la RAM stock ici utilisée avec le G15, encore une fois, 102 fps sur l'écran intégré. Et quand il passait à une meilleure RAM, donc rien d'autre n'a changé. Il utilise toujours l'écran intégré à l'ordinateur. Là, il passait à 121 fps. Donc, visiblement, peut-être que ce problème de switch MUX serait moins visible si la RAM était déjà plus puissante. Et pour information, s'ils utilisaient un écran externe plus la nouvelle RAM, là, ils pouvaient monter jusqu'à 135 fps, qui est juste en dessous d'une RTX 3080 qui, normalement, consomme encore plus. Elle consomme, c'est à peu près la même chose, 150 watts. Donc, ça, c'est plus un problème. Et je pense que les constructeurs d'ordinateurs portables, évidemment, ils essaient d'avoir le meilleur produit pour le moins cher possible. Et du coup, des fois, ils font des sacrifices tels que ceux-ci. Mais c'est juste dommage, en fait. Et donc, ça vous montre que peut-être des fois, au lieu d'acheter le gros modèle avec 32 Go de RAM, prenez le modèle avec même 8 Go de RAM au final, ce que je déteste personnellement, et puis mettez votre propre kit très rapide de 16 ou 32 Go, et là vous aurez des bien meilleures performances. Donc c'est dommage à voir, et j'espère que les constructeurs d'ordinateurs portables éviteront de continuer ça, parce que c'est stupide honnêtement. C'est stupide qu'il y a les performances sont là, mais on les bride à cause qu'on a utilisé de la RAM moins bonne, quoi. Le switch MUX par contre, ça c'est selon moi la responsabilité d'AMD ici, qui devrait avoir une meilleure intégration entre leur carte graphique et tout ça. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ensuite, on a une petite news au niveau d'Apple et de son WWDC. J'avais oublié, mais en fait, le WWDC d'Apple sera demain par rapport à la sortie de cette vidéo, ou peut-être aujourd'hui, ça dépend quand je la sors, si je suis un peu en retard. Normalement, ce sera demain. Et du coup, je vous rappelle que c'est la conférence développeur de Apple. C'est assez important cette année-ci parce qu'il y a pas mal de rumeurs comme quoi ils vont annoncer leur prochain processeur M1X ou M2 peut-être, on verra bien, qui du coup sera encore plus puissant normalement et sera certainement utilisé dans leur MacBook Pro de plus grosse taille. C'est assez notable. Je sais bien que tout le monde n'est pas utilisateur Apple. Personnellement, j'ai même pas de Mac. J'ai toujours eu des PC. Mais c'est quand même quelque chose d'assez important parce que c'est la première fois qu'on a vraiment un processeur ARM qui fout une raclée à des processeurs x86. Et cela dans les mêmes genres de châssis et tout ça. Donc c'est très important. C'est
franchement, c'est peut-être le début de la fin pour les processeurs comme on les connaît à l'heure actuelle. Les processeurs classiques x86 qui, oui, nous permettent de faire tourner le bon vieux Windows, mais peut-être qu'on devrait passer à quelque chose de plus moderne, en fait, qui est plus efficace. Après, tenez compte quand même, je tiens à le préciser, a fait que ces processeurs ARM deviennent plus puissants. Ils vont rajouter de plus en plus de choses dessus. Et ça va augmenter la complexité, ils vont consommer de plus en plus. Il faut quand même le préciser. Ça a été le cas des processeurs x86, genre. Donc les processeurs que vous avez sur un PC classique, au début c'était très simple. Et puis on a rajouté, on a rajouté, on a rajouté. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus très lourds, je pense, d'un point de vue architecture même, et d'un point de vue chauffe et tout ça. Mais à côté de ça, ils vous offrent énormément de possibilités. Mais bon, c'est quand même le début un petit peu d'un nouvel âge, on peut le dire. Et je suis impatient de voir cette conférence, même si personnellement je ne suis pas forcément intéressé d'acheter pour mon utilisation personnelle un Mac. J'ai envie de voir ce que ça donne. Même si pas mal de gens ont exprimé leur intérêt à peut-être, oui, que j'achète par exemple un Mac mini pour que je puisse faire de temps en temps des vidéos sur les Mac, notamment voir ce que ça donne, voir si on peut faire les mêmes choses, qu'est-ce qu'on sacrifie, tout ça, ça peut être intéressant. Mais je le ferai certainement avec un Mac mini parce que les Mac mini sont les moins chers, mais qui vous permettent d'accéder quand même totalement à genre la nouvelle plateforme M1. Mais moi, ça me permet de toujours utiliser un écran classique, même mon propre clavier, ma propre souris, donc ouais, ce serait peut-être meilleur pour moi. Donc ouais, on verra bien, mais dans tous les cas, yep, la présentation, c'est demain. Et enfin, dernière news assez importante, c'est au niveau de Huawei, qui va du coup vraiment remplacer Android par Harmony OS, qui je vous rappelle est leur propre OS qu'ils développent depuis pas mal d'années maintenant. Harmony OS toutefois est un fork d'Android, donc c'est-à-dire que c'est juste leur propre version d'Android, il faut le savoir. Donc c'est juste qu'il n'y a pas le Play Store, il n'y a pas tous les services Google, et du coup Huawei a remis leur propre service par-dessus, et leur propre API aussi pour que les développeurs puissent faire des choses. Et vous ne rêvez pas, quand j'ai vu cette image aussi, j'ai cru voir un iPad. Alors pas forcément au niveau de la forme, mais genre l'interface, j'étais en mode, mais attendez, c'est un iPad? Non, c'est un Huawei MatePad Pro, qui est leur nouvelle tablette, qui sera du coup sur Harmony OS. Donc maintenant, c'est assez bien officialisé. Ils ont des tablettes qui arrivent, ils ont évidemment leur téléphone aussi maintenant qui arrive sur Harmony OS. Ils ont aussi des montres qui arrivent, des TV. Tout le but d'Harmony OS, comme ils l'ont décrit, c'est d'avoir un OS utilisé partout sur tout l'écosystème. Et ils disaient que ça n'avait pas trop été fait jusqu'à maintenant, mais genre techniquement c'est faux parce que Apple utilise la même variante d'OS un peu partout sur leur... par exemple, l'OS que vous avez sur les Apple Watch, c'est certainement une version très allégée d'iOS. Il y a de fortes chances. Et évidemment, ils ont iOS sur les téléphones, et puis ils ont iPadOS, qui est une version d'iOS un peu plus, on va dire, avec un peu plus de possibilités pour les iPads, et tout ça. Donc, au final, ils utilisent un peu le même OS partout. Donc, ce que disait à Huawei à ce propos-là, c'est oui, mais non. Mais bon, bref, c'est quand même assez intéressant de voir justement un nouvel acteur sur le marché, parce que l'air de rien, je vous rappelle que il existe 2 systèmes d'exploitation mobile à l'heure actuelle, et c'est pas assez selon moi. Avoir un troisième ne ferait pas de mal. Maintenant, il faudra voir si Harmony OS arrive à séduire les gens. Je pense que ce sera plus facile sur les Watch notamment, parce que Wear OS est très mauvais. On l'a déjà parlé par le passé. Donc là, les seuls smartwatches qui sont vraiment bonnes au niveau OS et au niveau intégration, c'est les Apple Watch honnêtement. Donc là, Huawei devrait faire un produit beaucoup plus intéressant que Google. Maintenant, sur téléphone, c'est là que ça pêche le plus parce que vous perdez tout ce que vous avez sur le Play Store et ça fait beaucoup d'applications. Évidemment, comme c'est toujours Android, ça ne devrait pas être hyper compliqué pour certains développeurs de repasser sur Harmony OS, mais encore faut-il qu'ils aient le courage de le faire en fait. Parce que comme en plus les téléphones de chez Huawei sont de plus en plus difficiles à trouver, vu qu'ils ne veulent même pas forcément les commercialiser en Europe ou autre chose parce qu'il n'y a pas genre Google dessus, des services Google, ce serait peut-être plus quelque chose pour le marché asiatique. Après, tenez compte que le marché asiatique est énorme, même juste le marché domestique de la Chine est énorme, et même si Huawei se concentrait sur ce genre de marché, ils peuvent faire énormément de ventes et tout ça, surtout s'ils ont un OS qui est très bon. Parce que le truc, c'est que le marché asiatique n'est pas aussi dépendant au service Google que nous, en fait. C'est surtout un problème qu'on a en Europe ou aux États-Unis ou dans certains pays comme l'Australie, où oui, nous, on est très dépendant des services Google, mais le reste du monde, pas forcément, en fait. Donc, il faudra voir ce que ça donne.
Ils ont toutes leurs chances, honnêtement, d'y arriver. Et j'espère qu'ils y arriveront, parce qu'avoir un troisième acteur, comme j'ai dit, fera pas de mal. Par contre, oui, à chaque fois que je le vois, je suis en mode, mais c'est un iPad. On dirait l'interface d'un iPad. Franchement, je peux prendre mon iPad, j'ai l'impression de voir exactement l'interface. Genre, même l'icône de settings, c'est pratiquement la même chose. Ouais, ouais. Juste pour vous montrer, c'est une autre image. Ça, c'est le control center d'HarmonyOS sur mobile, sur téléphone, du coup. Et suis-je le seul à voir, genre, le même design que Apple, mais c'est un peu les fonctionnalités d'Android. C'est comme il le dit, c'est Android 11 au niveau fonctionnalité, et puis c'est le design d'iOS, en gros. Ce qui est peut-être pas une mauvaise chose, honnêtement. Certaines personnes préféraient peut-être même ça, mais bon. Bref, dans tous les cas, ils ont fait toute une présentation là-dessus, s'il y en a qui sont intéressés. Mais yep, il y a de plus en plus de téléphones HarmonyOS qui vont arriver, en tout cas chez Huawei. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ça peut être intéressant. Si j'arrive à mettre la main dessus, j'aimerais juste faire une comparaison, vous voyez, juste voir ce que ça donne, qu'est-ce que je peux faire dessus. En tant qu'Européen, est-ce que j'ai des applications que je peux utiliser? Est-ce qu'il y a au moins Google, genre YouTube? Est-ce qu'il y a au moins genre Spotify ou des trucs que beaucoup de gens utiliseraient? Ça peut être intéressant à tester. Et du coup, sur ce, nous allons en rester là pour ce Texama Chaussée. Il y a encore beaucoup plus de news qui ont été annoncées cette semaine-ci, je tiens à le préciser, mais il y en a genre beaucoup, donc il faut que je les traite et voir celles qui sont les plus intéressantes. Vous en aurez plus la semaine prochaine. On a aussi quelques news, notamment une news que je vais traiter dans une vidéo dédiée au niveau de OBS Studio qui est sorti en version 27. Et ça, c'est très important parce qu'il y a un fixe pour les ordinateurs portables dedans. Donc ça arrivera normalement peut-être même mardi en fait. Et puis après, vous aurez évidemment tout ce qui est test de produits à venir et tout ça. Je n'en dis pas plus. Du coup, merci à tous. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, je parle très bien. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!